Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau séminaire autour des aspects juridiques du Covid-19. Aujourd'hui, l'objet de ce séminaire est d'échanger sur l'impact du Covid-19 sur la gouvernance des sociétés. Alors, nous avons aujourd'hui trois invités. La première invitée donc, est Madame Edith Merle, qui a été de nombreuses années directrice juridique. A été ensuite magistrat dont 12 ans au tribunal de commerce de Paris, dont 2 ans dont Comme 2 ans le juge consulaire n'est pas un magistrat. juge, juge consulaire et présidente de la Chambre des droits des sociétés, donc du tribunal de commerce de Paris. Nous avons aussi Didier Martin, qui est un avocat associé au cabinet Gilles Loiret-Nouel depuis 1999, dans l'équipe Fusion-Acquisition, et qui est aussi membre de la commission juridique de l'Institut français des administrateurs. Et nous avons enfin Simon Ancel, qui est directeur juridique droit boursier et droit des sociétés du groupe Nexity depuis plus de 5 ans. Voilà. Donc, merci à tous d'être présents. Je voudrais donc maintenant que nous abordions donc notre premier thème du séminaire, qui est la gestion des assemblées générales. Et pour cela, je voudrais donner la parole à Didier Martin pour qu'il nous présente succinctement le cadre juridique et son évolution récente et son expérience pratique en tant que conseil de ses clients. Bonjour, donc comme tout le monde le sait, la crise du Covid-19 a compliqué beaucoup de choses dans nos existences et notamment en ce qui nous concerne la convocation et la tenue des assemblées générales et également des réunions des autres organes de la société, notamment du conseil d'administration qui concerne les sociétés anonymes. Et principalement à raison de l'impossibilité de réunir physiquement les participants aux assemblées générales ou aux réunions du conseil d'administration, accessoirement aussi en raison de problèmes dans l'envoi des documents matériels nécessaires pour la tenue des assemblées. Et très rapidement, le gouvernement est intervenu pour adopter un certain nombre de décisions, en l'espèce une ordonnance qui a permis de mettre en place des règles dérogatoires visant notamment donc à rendre possible la tenue d'assemblées générales, puisque c'était le début de la saison des assemblées générales. Les premières avaient même déjà été convoquées pour donc pouvoir faire face à cette situation de crise qui risquait de rendre extrêmement compliqué la tenue des assemblées et faire peser des risques de nullité sur les assemblées générales. On peut se féliciter du fait que le gouvernement ait réagi très vite et ait adopté des règles qui se sont avérées particulièrement bien adaptées pour permettre aux sociétés, notamment aux sociétés cotées, de faire face à cette situation et de tenir dans des conditions raisonnablement satisfaisantes les assemblées générales qui étaient prévues en cette période de l'année. Le gouvernement a été très réactif. Il a établi un premier projet qui a fait l'objet de commentaires et la version de l'ordonnance qui a été adoptée, qui a été ensuite complétée par un décret, a, je pense, évité les principales difficultés qui auraient pu se poser. Donc on ne peut que s'en féliciter. Maintenant, si on passe un petit peu plus concrètement aux différents sujets, les points d'attention, je dirais les questionnements qui ont pu se poser. La première, c'est en ce qui concerne donc la modalité concrète de tenue des assemblées et la date de l'assemblée générale.
De ce point de vue, donc, l'ordonnance a rendu possible la tenue d'assemblée générale à huis clos, c'est-à-dire hors la présence physique des actionnaires. Dès lors, la question s'est posée concrètement pour les sociétés, et notamment les sociétés cotées, de savoir si elles utilisaient cette possibilité de tenir leurs assemblées à huis clos, décision qui appartient au conseil d'administration ou au directeur de prendre, surveillance, ou de reporter l'Assemblée générale à une date à laquelle on espère que le confinement sera terminé. De ce point de vue, il a également été décidé dans une autre ordonnance qui a été adoptée le même jour de laisser 3 mois supplémentaires aux sociétés pour tenir leur assemblée générale sous certaines conditions. Un certain nombre de sociétés ont utilisé cette possibilité de reporter l'Assemblée générale, sachant que la plupart d'entre elles ont décidé plutôt d'utiliser la possibilité de tenir leur assemblée à huis clos. Celles qui ont décidé de reporter l'Assemblée n'ont pour le moment pas utilisé la possibilité de la reporter au-delà de la date du 30 juin. Voilà, donc les raisons qui ont pu conduire certaines sociétés à reporter leur assemblée par rapport à ce qui était prévu dans leur calendrier financier tenaient essentiellement à la question de savoir s'il n'était pas opportun d'abord d'essayer en espérant que le confinement s'arrêterait avant la fin de la période de l'Assemblée générale, avant le 30 juin, de pouvoir tenir donc physiquement leur assemblée. Par ailleurs, ça a laissé la possibilité pour les sociétés de se laisser un peu plus de temps pour voir quelle était l'évolution de la situation, notamment par rapport à la question du maintien ou de la réduction ou de la suppression du dividende. Voilà. Pour autant, une majorité de sociétés a décidé d'utiliser la possibilité de réunir l'Assemblée générale à huis clos. Alors, l'autre question qui s'est posée concrètement, c'est la question de la convocation. Un certain nombre de sociétés ont craint de ne pas pouvoir convoquer par envoi de courrier par la poste leurs actionnaires, et une disposition a été prévue dans l'ordonnance pour permettre, dans ce cas-là, si vraiment il y a une impossibilité matérielle de convoquer par envoi papier, de le faire sans à cette méthode qui en principe est imposée par les textes. Et en pratique, la situation à la fois de la Poste et des prestataires qui interviennent pour la préparation des assemblées a été suffisamment bonne pour que les entreprises, les sociétés puissent convoquer leurs actionnaires en ayant recours donc, à la Poste et à l'envoi de documents papier. Autre point important, notamment mis en exergue par l'AMF, il était très important dans ce contexte où parfois les sociétés avaient déjà convoqué leurs assemblées ou convoqué leurs assemblées en espérant pouvoir les tenir physiquement, mais en se réservant la possibilité de les tenir à huis clos. Il était extrêmement important d'organiser une information en temps réel et satisfaisante des actionnaires. Donc l'AMF a insisté, ce qui a été fait par les entreprises, sur la nécessité de communiquer par voie de communiqué de presse et aussi de communiquer sur les sites Internet pour tenir les actionnaires informés des modalités, des dates, des modalités de tenue et des documents et informations nécessaires pour l'Assemblée. Alors, autre point d'importance et d'attention, c'est autour donc, de la possibilité de tenir l'Assemblée à huis clos.
Bon, la question de fond juridique, de savoir si une assemblée générale pouvait se tenir sans réunion physique des actionnaires a été assez rapidement éludée, et la discussion a porté plutôt sur le respect des droits des actionnaires, notamment la possibilité bien évidemment de vote, la possibilité de poser des questions écrites, et par ailleurs, l'AMF, notamment pour les sociétés cotées, a beaucoup insisté sur la nécessité d'organiser une certaine forme de participation, ce qu'ont fait un certain nombre de sociétés en organisant en fait des retransmissions vidéo des assemblées générales, pour que, dans la mesure du possible, les actionnaires puissent donc recevoir l'information communiquée à l'occasion des assemblées, et par ailleurs poser des questions sous la forme non pas de questions orales, hein, mais de questions adressées par mail, et auxquelles il était répondu. En ce qui concerne la possibilité de vote, bien évidemment, en l'absence de présence physique des actionnaires, les votes ont été organisés préalablement à la tenue des assemblées par les modes habituels, c'est-à-dire le vote par procuration, le vote à distance, mais aussi la possibilité de donner mandat à un mandataire, et enfin de voter via des plateformes telles que Vote Access, et cette modalité a été là encore encouragée pour permettre à ce que les assemblées se tiennent dans des conditions aussi proches que possible de la tenue habituelle de ces assemblées. Voilà un peu ce que l'on peut dire sur les aspects un peu pratiques de tenue des assemblées qui ont été organisées donc par cette ordonnance, avec un certain nombre d'encouragements et de bonnes pratiques qui ont été poussées par l'AMF pour que ces assemblées se tiennent donc encore une fois dans des conditions raisonnablement satisfaisantes. Il y a deux ordonnances, hein. Il y a celle sur la tenue des réunions, et puis il y a celle sur les délais, les règles relatives à l'établissement, l'arrêté, etc., des comptes, etc. Ces deux ordonnances sont du même jour. Ce que je trouve un petit peu bizarre personnellement, c'est que les dates prévues dans les articles respectivement 11 et 4 ne sont pas les mêmes. Bon, moi je ne suis pas entrée dans le détail des circonstances de tout ça, mais les deux ordonnances vont bien ensemble et il faut bien les avoir à l'esprit toutes les deux. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que avant que au moment où les ordonnances sont parues, et même un peu avant, il y avait eu le précédent de la société Elior qui avait tenu son assemblée à huis clos avant la parution de l'ordonnance elle-même. Et donc, il y avait eu une retransmission en direct, un décompte des voix postérieur. Donc c'est assez, en fait c'est assez marrant. La pratique, les praticiens étaient sans doute peut-être informés avant. Il y a eu une pratique d'une société qui s'est quand même mise en place avant, qui a permis, cette société avait décidé de tenir son assemblée à huis clos et de la retransmettre. Après, ce qui était assez intéressant sur le plan de la pratique, c'est que même s'il y a des ordonnances, il faut prendre la décision soit de reporter, et il faut se souvenir qu'il y a ces décisions ont été prises il y a quelques semaines, au moment où on n'avait pas la visibilité qu'on a maintenant sur la crise, et ce sont toujours des décisions qui, compte tenu des délais de convocation, se prennent un mois et demi avant la tenue de l'AG, et c'est toujours ça qui est difficile à évaluer pour un conseil d'administration en termes pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce que va devenir, quel sera l'état, quel sera le devenir de la crise sanitaire à 1, 2, 3 semaines, etc. Donc il y a quand même une décision assez forte à prendre qui doit être communiquée à peu près partout.
Pour ce qui concerne Nexity, il a été décidé de ne pas reporter l'Assemblée, de la tenir à huis clos le 19 mai et de proposer aux actionnaires un temps d'échange en septembre, euh, une fois que le déconfinement plein et entier serait, de manière prévisionnelle, entré en vigueur. Ça peut être aussi une manière de rétablir un dialogue avec les actionnaires qui n'a pas pu avoir lieu, même si, comme vous le soulignez tout à l'heure, la plupart des votes en fait ont lieu avant via les formulaires de vote par correspondance, les plateformes notamment VoteAccess qui sont de plus en plus répandues aujourd'hui. Donc c'est vrai que on peut se dire d'une certaine manière que tenir des assemblées à huis clos aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rendu possible par l'évolution technologique du vote même, puisque peu d'actionnaires sont présents en physique pour beaucoup de sociétés. Peu d'actionnaires sont présents le jour même de l'Assemblée. C'était un aspect pratique qui pouvait être souligné. Après, effectivement, il y a tout ce qui est, on peut sans doute se demander, alors une assemblée à huis clos, finalement, sur le plan de la preuve, puisque nous sommes quand même tout de même en juristes, une assemblée à huis clos sans la présence de ses participants, effective, c'est vrai que c'est toujours une question qui peut être soulevée. Peut-être que vous avez des témoignages à apporter sur le sujet ou des réflexions. Euh, est-ce que la diffusion, par exemple, permet d'apporter cette preuve? Euh, L'assemblée, finalement, la preuve d'une assemblée, en droit, en fait, c'est le procès verbal, mais là, elle se sera tenue à huis clos, donc ça n'a pas le nom d'une assemblée, alors ça pose peut-être des questions, effectivement, qui méritent d'être débattues. Mais les ordonnances y répondent en droit, selon la réglementation, mais on pourrait peut-être aller un peu plus loin dans l'analyse si vous avez tous des arguments à, à mettre en avant à ce sujet-là. Craindre effectivement, enfin moi je vois peut-être un peu les choses en noir. C'est vrai que les contentieux auxquels on peut avoir à faire face permettent de réfléchir par avance aux questions où l'expérience que vous avez est intéressante. Est-ce que une assemblée qui ne se tient, enfin, j'allais dire qui ne se tient pas, mais qui ne se tient pas physiquement avec beaucoup de personnes, est-ce que elle ne risque pas d'être contestée? Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des contestations d'actionnaires de la société? Et dans ce cas-là, ce que je me demande d'ailleurs, c'est pour l'ensemble des réunions qui sont prévues par ces ordonnances, est-ce qu'il n'est pas prudent pour les dirigeants de se ménager les preuves de la bonne tenue des réunions, des pouvoirs, etc. Et à la limite, lorsque on tient la réunion comme nous la tenons ensemble, est-ce que ce ne serait pas bien de enregistrer pour je ne dis pas préconstituer, mais se ménager une preuve en cas de problème de la part qui viendrait de la part d'un actionnaire contestataire, etc. Je ne sais pas. Alors, j'ai constaté que certaines entreprises, certaines sociétés avaient demandé à des huissiers de participer en fait à leurs assemblées, parce que l'assemblée se tient néanmoins physiquement. Hein. Je veux dire, il y a le bureau qui est là avec le président et a priori le président de la société il peut désigner un autre mandataire social si jamais il ne peut pas se rendre physiquement à l'Assemblée. Il y a les scrutateurs qui sont a priori les principaux actionnaires, mais en pratique très souvent en fait des représentants salariés de la société, hein, notamment souvent le secrétaire général ou le directeur. Et donc il y a quand même une tenue physique hein, de l'Assemblée avec la présence physique du bureau, hein, en respectant les règles de distanciation sociale qui s'imposent, y compris dans ce cadre. Et certaines sociétés ont demandé à des huissiers de venir constater donc que l'Assemblée, le bureau était bien constitué, que les documents requis étaient bien présents
sur le bureau de l'Assemblée et de constater les votes qui avaient été effectués selon les différentes méthodes. C'est effectivement peut-être une manière de répondre à la question que vous évoquez là. Oui, oui, tout à fait. Non, il est effectivement tout à fait vrai de dire que les assemblées se tiennent, qu'il y a un bureau. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde nouveau qui est intéressant d'ailleurs, parce que c'est aussi intéressant d'avoir l'occasion de renouveler les pratiques. Au moment où on est dans la convocation de l'AG, et on était dans la convocation de l'Assemblée générale cette année, voilà, tout à coup le problème ça a été, mais va-t-on pouvoir tenir physiquement et vraiment l'Assemblée générale, ce qui était une question qu'on tenait pour acquis à chaque fois, et là ça s'est posé de manière. Alors, je disais que ce que l'on constate moins, c'est que la technologie connaît ses limites, puisque en fait, aucune société cotée n'est en mesure de tenir son assemblée de manière totalement dématérialisée, puisque cela suppose d'avoir recours à des technologies de téléconférences ou audioconférences qui permettent l'identification des participants. Et c'est possible techniquement dans des sociétés qui ont un nombre limité d'associés, mais dans les sociétés cotées, ça n'est pas possible. Donc, on se rend compte que précisément, la technologie aujourd'hui ne permet pas de tenir une assemblée qui fonctionnerait de manière totalement satisfaisante lorsqu'il n'est pas possible de réunir physiquement les actionnaires, puisque encore une fois, le fait de tenir l'Assemblée à huis clos prive quand même les actionnaires d'un certain nombre pratiques, qui sont la possibilité de débattre, de poser des questions orales en Assemblée, d'interpeller donc librement les mandataires sociaux. Et que donc c'est quelque chose que les entreprises, les sociétés cotées ont essayé de restituer avec la retransmission en direct assez souvent par vidéo de l'Assemblée en rendant possible des questions par mail. Voilà, mais néanmoins, la technologie n'a pas permis de se trouver exactement la même situation que avec une réunion physique de l'Assemblée. Peut-être que ça incitera effectivement les textes à évoluer ou les technologies à évoluer pour rendre possible, y compris pour les sociétés cotées, la tenue d'assemblées totalement dématérialisées. Ouais. Alors, il y aura aussi un gros travail, parce qu'en fait, dans les sociétés cotées, tout ça se fait avec le teneur de compte, qui est fortement mis à contribution. Et il y a surtout, alors je ne sais plus si on en a parlé, mais la possibilité d'étendre le délai pendant lequel les actionnaires peuvent poser des questions écrites. Puisqu'aujourd'hui, ça s'arrêtait 4 jours ouvrés avant l'AG. Et l'AMF recommande d'étendre ce délai de manière à ce que les actionnaires aient le plus de temps possible. Comme ils ne pourront pas poser de questions pendant l'Assemblée générale, de poser des questions. On peut aussi se poser la question des projets de résolution qui seraient, puisque c'est aussi possible en théorie de soumettre des projets de résolution, de les amender pendant l'Assemblée. On peut aussi se poser la question de la façon de le faire dans ces assemblées. Du coup, c'est vrai qu'on parlait d'aménagement des droits des actionnaires. Tous ces droits doivent être repensés, aménagés. Et encore une fois, de ce point de vue-là, les ordonnances prises et la position de l'AMF ont été assez constructives. Merci beaucoup. Donc, ce que je retiens de cette première phase, c'est quelques mots: anticiper, pragmatisme, bonne foi. Est-ce que maintenant, je pourrais avoir votre point de vue sur la question de la transparence financière et notamment la question suivante, de savoir comment communiquer de manière transparente quand soi-même nous n'avons aucune visibilité claire. Didier, Martin, voulez-vous nous faire part de votre expérience avec vos clients? Oui, très volontiers. Donc effectivement, il
est apparu de manière un peu progressive que dans le courant du mois de février, que l'épidémie qui avait commencé, donc, comme vous le savez, en Chine, et puis qui s'était un peu répandue, aurait des incidences économiques pour les entreprises, mais on a pensé d'abord que ça serait un peu limité. Au demeurant, pendant longtemps, les investisseurs ont totalement sous-estimé l'impact que cela pourrait avoir, hein, puisque la bourse a continué à monter jusqu'à exactement courant mars. Néanmoins, à partir d'un certain moment, la financière et l'AMF a commencé à se dire qu'il y aurait sans doute des impacts pour les sociétés cotées, les autres aussi, mais en particulier donc, les sociétés cotées, et que par ailleurs ces impacts seraient assez spécifiques, ne seraient pas les mêmes dans tous les secteurs, pour toutes les entreprises au sein d'un secteur. Et donc l'AMF a rendu une mission sur le sujet du 9 en demandant aux sociétés, à l'occasion de la publication de leurs résultats annuels, de fournir une information donc spécifique, hein, pas une information générique sur le risque lié au Covid, mais une information spécifique sur la façon dont le Covid était susceptible de les impacter, elles en particulier. Et ce qu'ont fait les sociétés, donc dans le courant fin février, dans le courant du mois de mars, beaucoup de sociétés ont fourni une première information sur leur situation, consistant à rentrer un peu dans le détail sur la façon dont elles étaient impactées, c'était correspondait à la demande de l'AMF, par le Covid-19 en termes de fournisseurs, en termes de chiffre d'affaires, impact sur leur activité et aussi sur la façon dont elles se réorganisaient, la façon dont elles protégeaient leurs salariés et les plans d'économie qu'elles commençaient à mettre en avant. Certaines ont même été conduites à communiquer sur des difficultés de trésorerie. Voilà, donc par ailleurs, la plupart des sociétés ont assez vite suspendu les prévisions, les guidances qu'elles avaient pu fournir au marché. Pour le moment, assez peu de sociétés ont reformulé de nouvelles prévisions et de nouvelles guidances. Un certain nombre d'entre elles ont dit qu'elles le feraient lorsqu'elles auraient plus de visibilité. Un certain nombre d'entre elles, moins quelques-unes, ont indiqué à quelle date elles pensaient être en mesure de fournir une nouvelle guidance. Voilà, entre-temps, les sociétés ont été amenées à publier en avril, hein, donc c'est pas tout à fait fini, mais pour un certain nombre de sociétés maintenant, c'est derrière elles leur rapport financier, éventuellement leurs URD, hein, et dans ces documents, elles ont été amenées à compléter les facteurs de risque et la partie perspective en mettant à jour donc l'information qui avait pu aussi faire l'objet d'une communication au début du mois de mars. Lorsque la mise à jour du rapport financier ou de l'URD comprenait des éléments significatifs d'évolution par rapport à la situation telle qu'elle avait été décrite dans les premiers communiqués de presse publiés postérieurement au début donc, de la crise du Covid, les sociétés ont généralement publié un communiqué de presse pour accompagner la publication de leurs URD. Voilà, donc c'est vrai que on est dans une situation où il est très compliqué pour les sociétés
de donner des informations précises sur là où elles vont, quelles sont les tendances précises pour elles d'évolution de leurs résultats financiers. Pour autant, un certain nombre d'informations sur la façon dont le Covid-19 impacte leur activité est connue de manière relativement précise à ce stade. Et donc, voilà, toutes les sociétés ont pu néanmoins fournir un certain nombre d'informations pour alimenter le marché dans la mesure possible, avec des informations qui sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d'appréhender plus précisément donc l'impact sur les sociétés en question. Voilà, donc je pense que bien évidemment dans une période comme celle que l'on connaît, a posteriori, certaines entreprises auront peut-être communiqué avec moins de diligence ou moins de précision que ce qui serait attendu en période normale, mais on peut s'attendre à ce que il y ait peut-être plus de souplesse dans l'appréciation de la qualité de l'information à partir du moment où les se sont montrés diligentes à fournir l'information dont elles attribuent leur position à cette stade. On peut dire aussi, c'est que... Pardon, je finis juste, lorsque les sociétés vont recommuniquer sur leur nouvelle guidance, là ça va être un exercice un peu compliqué. Et il ne faut pas que les sociétés se précipitent pour recommuniquer sur les guidances avant d'avoir effectivement une vue une meilleure visibilité sur la suite des événements en ce qui les concerne. Oui, je crois que c'est le maître mot, c'est de ne pas se précipiter. Ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que cette année, c'est une année un peu particulière pour tout ce qui était rédaction des documents préparatoires aux assemblées, puisqu'on avait d'une part l'entrée en vigueur pleine et entière du nouveau règlement qui imposait un nouveau format pour les facteurs de risque, notamment dans l'URD, dans ce qu'on appelait document de référence, qui est devenu le document d'enregistrement unique, URD, qui a imposé une nouvelle présentation donc, des facteurs de risque, plus une nouvelle présentation de la rémunération des dirigeants, enfin c'est l'entrée en vigueur pleine et entière du CNP, avec quelques éléments qui n'existaient pas auparavant dans la réglementation française. Donc tout ça c'est finalement ajouté avec ce nouveau sujet des guidance donnés au marché. Et effectivement, la plupart des émetteurs ont suspendu leurs prévisions, tout simplement parce qu'il était assez dur de donner des prévisions, comme le disait Didier Martin. Voilà ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Et effectivement, savoir, c'est ce qui est très caractéristique de cette crise, c'est que ce qu'on sait un jour peut changer le lendemain. Enfin, c'est très dur d'avoir des prévisions stables qui permettent à donner à des investisseurs pour qu'ils fassent leurs investissements. Voilà ce qu'on peut ajouter sur ce point. Moi, je pense aussi sur un terrain un petit peu différent, des questions assez concrètes, pratiques plutôt. Les sociétés qui ne sont pas forcément des grandes sociétés ou des sociétés cotées, elles sont moins bien outillées pour tenir toutes ces assemblées générales et gérer le temps comme il faudrait le gérer actuellement. Et puis, elles n'ont peut-être pas les bons outils comme celui que nous avons là en ce moment grâce à vous pour tenir les assemblées normalement. Il faut savoir qu'il y a toujours la possibilité, au cas où il y aurait un problème, toujours la possibilité de demander devant le tribunal, en référé, l'ajournement de l'Assemblée générale s'il arrive, s'il se trouve qu'on ne peut pas la tenir. Bon. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'il n'y a pas seulement les assemblées générales, il y a aussi les autres réunions, les réunions de conseil d'administration, de surveillance, les comités de direction, etc., le directoire, etc.
Et il y a une question que je me posais, c'est celle de la confidentialité, celle des... euh, quand on est comme ça, même si on se voit personnellement, directement, rien ne pourrait m'interdire d'avoir autour de ma table 7 ou 8 personnes, des concurrents à la société, qui ont envie d'acheter la société, etc. Dans le monde un peu difficile que nous vivons, avec les convoitises que l'on peut connaître, je pense qu'il faut attirer l'attention des dirigeants sur la prudence qui s'impose à la tenue de réunions comme ça. C'est vrai qu'on ne peut pas, c'est vrai qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire venir un intrus autour de la table, même si les autres participants à la réunion ne le voient pas. Pour autant, attention et soyons prudents. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, peut-être suis-je trop prudente, je ne sais pas. Tout à fait, c'est très vrai. Alors pour parler sur un plan très, très pratique, nous avons, nous, un outil de dématérialisation des conseils d'administration, c'est-à-dire une plateforme qui permet, en gros, de se passer du papier et de tout envoyer. Enfin, c'est une réponse partielle à ce que vous dites. Et on s'est posé la question de la confidentialité. C'est vrai que c'est une question très importante quand on dématérialise entièrement tous les documents. Et en fait, les documents que vous envoyez par mail, par rapport à une plateforme sécurisée, sont eux aussi très facilement détournables. N'importe qui, enfin un bon hacker bien outillé peut détourner un mail peut-être plus facilement que d'avoir accès à une communication via un outil sécurisé sur une plateforme. Alors oui, oui, c'est vrai, il y a toujours la question des gens qui sont autour, mais ça, vous pouvez avoir la question, même quand vous êtes salarié d'une entreprise, que vous prenez le train, que vous êtes dans une banque et qu'il y a un autre banquier à côté de vous qui regarde votre ordinateur portable. Et oui, c'est la responsabilité de chacun. C'est vrai qu'avec les instruments que nous manions tous les jours, y compris les instruments de visioconférence, nous avons entre les mains des outils qui nécessitent une attention sans doute accrue par rapport à ce qu'on pouvait faire en des périodes antérieures, quand n'existaient pas ces instruments. C'est vrai, mais je pense que il y a une forme d'acculturation à obtenir. Alors, juste une précision par rapport à ça. L'ordonnance a rendu possible la tenue de conseils d'administration intégralement par des moyens techniques d'audio ou de visioconférence, y compris le conseil d'administration qui statue sur les comptes, alors que dans le droit commun, c'est la seule réunion qui doit se tenir totalement en présentiel. Et par ailleurs, lorsque les statuts et le règlement intérieur d'une société anonyme le prévoient, donc il est possible de tenir des conseils d'administration avec la participation donc par téléphone téléconférence ou en visioconférence de certains administrateurs qui sont pris en considération pour le calcul du quorum. Donc, ce que je veux dire, c'est que le point que Madame Merle soulève, qui est tout à fait exact, existe de toute façon indépendamment de la période du Covid-19, puisque ça fait un certain temps que, encore une fois, lorsque le règlement intérieur des statuts le permettent, les administrateurs peuvent participer par des moyens de téléconférence ou visioconférence qui permettent de les identifier. Mais pour autant, c'est sûr qu'ils ont la possibilité de faire participer d'autres personnes à l'insu des autres membres du Conseil. Il y a un peu deux aspects. Il y a un aspect technique, effectivement. Il faut avoir recours à des techniques qui sont fiables, qui évitent la possibilité pour des tiers de se connecter à l'insu des autres participants. Mais sinon, il faut effectivement se reposer sur la confiance
que l'on doit avoir vis-à-vis de ces administrateurs qui sont eux-mêmes tenus par des obligations, notamment de loyauté vis-à-vis de la société. Voilà, donc c'est effectivement peut-être quelque chose à rappeler, notamment dans les règlements intérieurs. Et c'est d'ailleurs souvent le cas que les administrateurs ou les tiers qui participent par moyen de visio ou de téléconférence s'engagent à signaler en début de réunion s'il y a d'autres personnes qui écoutent la discussion, la réunion du conseil et qui ne seraient pas invités à cette réunion. Merci. La loyauté, l'éthique. Pardon? Non, je disais la loyauté, l'éthique. Bonne transition pour Olivier. Donc, ça nous permet d'aborder le dernier thème, je dirais le plus polémique de tous, dividende ou pas dividende, pour 2019 et pour 2020. Le ministre des Finances a rappelé ce matin une règle assez simple, aide d'État subordonnée à l'absence de dividende. Quelle est votre appréciation et quelle est votre expérience, aussi bien au travers des clients que vous conseillez ou de vos entités respectives? Enfin, moi, j'ai une vision pour le moment très partielle. Enfin, déjà, faut savoir ce qu'on entend par aide d'État précisément. Est-ce que l'aide de l'État au titre du chômage technique rentre dedans, ne rentre pas dedans? Est-ce que c'est le soutien via des prêts garantis? Est-ce que c'est seulement le soutien de l'État via des prêts garantis aux entreprises? Voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Néanmoins, c'est sûr que sur le plan de l'éthique, il faut se poser la question de la part du profit qui revient aux actionnaires. Et ce qu'on peut dire peut-être, c'est que cette question-là se pose pour une assemblée générale qui intervient, certes maintenant, finalement d'années précédentes. Et donc juridiquement, qui sont ceux finalement d'années précédentes. Et donc juridiquement, il y a dans toute la rigueur des principes juridiques, on peut quand même se poser la question de tirer des conséquences aujourd'hui de quelque chose qui statue sur des faits passés et clos. Il en est de même d'ailleurs pour la rémunération des dirigeants, puisque la FEP a émis un avis où elle propose de diminuer la rémunération des dirigeants perçus en 2020 proportionnellement à la durée du chômage technique subi par certains salariés. Or, cette rémunération des dirigeants perçus en 2020, c'est la rémunération qu'on appelle donc ex post, et donc qui est déterminée d'après l'atteinte de critères de variables de l'année 2019. Donc on est là aussi dans une sorte, on est en fait au milieu du gué, puisqu'on demande de tirer des conséquences d'une situation actuelle sur quelque chose qui devrait évaluer le passé. On voit bien là que en fait c'est l'éthique qui se confronte aux principes juridiques purs, puisqu'en demandant une réduction, voire une simple annulation des dividendes, au regard de la crise actuelle. Maintenant, pour ce qui concerne la société pour laquelle je travaille, oui, il y a une réduction du dividende par rapport à ce qui était annoncé antérieurement. Je peux le dire parce que c'est public. On avait annoncé un dividende de 2,70 € et pour un dividende finalement proposé à 2 € par action, qui est lié, comme c'est dit, à des considérations éthiques, de solidarité avec l'ensemble des parties prenantes, dans la mesure où les réflexions sur la place de l'entreprise dans la société aujourd'hui peuvent difficilement se passer d'une réflexion sur le rôle de cette société, le rôle social, le rôle, la responsabilité qu'elle a vis-à-vis non seulement de ses actionnaires, mais vis-à-vis des salariés, de l'environnement, etc. C'est toute la réflexion sur la RSE qui est en ce moment, et peut-être bientôt sur la raison d'être. Donc oui, c'est effectivement des grands sujets qui se posent, voilà, et on y répond au cas par cas,
en fonction, je pense, de chaque entreprise. Et le ministre l'a rappelé ce matin, mais alors je ne sais pas s'il y a aujourd'hui une loi qui est parue qui obligerait les entreprises spécifiquement à ne pas distribuer de dividendes. Peut-être que Didier a des Alors, informations sur ça. donc, je pense que c'est effectivement une question qui est très intéressante. Bon, déjà, ce que l'on constate, c'est que beaucoup de sociétés ont considéré que dans la situation actuelle et en raison des incertitudes qui portaient sur l'évolution et les perspectives financières pour elles-mêmes résultant donc de la situation actuelle, la prudence imposée, pas forcément à toutes, hein, ça dépend de leur situation particulière, mais de plutôt garder en réserve tout ou partie des dividendes que s'apprêtait à distribuer. Donc, indépendamment de la prise de position politique, le souci d'une bonne gestion, voire de l'intérêt social de la société, a conduit un certain nombre de sociétés à limiter ou supprimer le ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que effectivement, il y a une dimension politique à cela. Il y a, par rapport à cette position politique, des avis assez variés, et ce qui est normal, puisque, encore une fois, c'est un sujet politique. On peut comprendre que il puisse y avoir une certaine illogisme à ce que de l'argent soit mis pour faire face à des difficultés soutenues par l'État et que cet argent soit redistribué juste après pour payer les dividendes. Au demeurant, c'est effectivement un peu la position même, je crois, qu'a pris le président du BNF, qui a compris un petit peu cet aspect politique. D'un autre côté, il y a une autre thèse qui peut tout à fait être soutenue, qui est que, justement, pas directement, les actionnaires sont impactés par la situation de l'entreprise, que une bonne gestion conduit à limiter les distributions, et que, comme le rappelait Simon, le dividende, c'est la rémunération du risque des actionnaires, et qu'il n'y a pas de raison de supprimer totalement cette rémunération du risque. Donc, ce sujet-là, encore une fois, est politique. Ce que on peut un peu regretter, de mon point de vue, c'est la façon dont le gouvernement s'est emparé de ce sujet sous la forme d'un simple communiqué de presse, là où un texte juridique aurait mérité d'être adopté et de pouvoir faire l'objet donc de concertation en amont et de formelle en aval. Un simple communiqué de presse pour adopter ce genre de mesures peut paraître un peu léger, je dirais. Je rappelle que le gouvernement n'a pas interdit la distribution de dividendes. C'est déjà une mesure qui ne s'applique qu'aux grandes sociétés de plus de 5000 salariés et qui prévoit simplement que des entreprises qui auraient fait appel à des prêts garantis par l'État ou qui auraient demandé le bénéfice de report des charges sociales ou des échéances fiscales, si jamais leurs actionnaires, hein, pas des entreprises, mais des actionnaires, bien évidemment, qui décident de la distribution de dividendes, et si des actionnaires décidaient de la distribution de dividendes ou si la société mettait en œuvre des programmes de rachat d'actions, alors
eh bien, la société devrait restituer les sommes dont elle a bénéficié. C'est pas une interdiction, c'est simplement le fait que si on a fait des distributions avant de bénéficier de ces mesures, on ne peut pas en bénéficier, et si on a fait des distributions après avoir bénéficié de ces mesures, on doit restituer les sommes empruntées. Voilà, donc pour moi, c'est effectivement une mesure qui est relativement justifiée par la perspective de situation dégradée financière qui rend pour un certain nombre de sociétés un peu dangereux de distribuer une partie significative de leur trésorerie. Et par ailleurs, il y a une dimension politique. Voilà, il n'appartient pas forcément, enfin, il n'appartient pas de porter une appréciation définitive sur cet aspect-là. Je pense qu'il y a des arguments politiques dans un sens et dans l'autre par rapport à ce sujet. Et aurait-on un risque contentieux de contestation de non-versement ou de non-paiement d'un dividende? C'est jamais une obligation enfin, sauf rétention, sauf abus de majorité mais c'est jamais une obligation en tant que telle Voilà, verser un dividende, sauf par rapport à la politique de dividende qui est annoncée à un marché. Enfin, il y a un enjeu de communication financière derrière le dividende, bien évidemment, mais c'est pas une obligation juridique en tant que telle. Enfin, je laisse Didier. Non, je suis tout à fait d'accord avec Simon. Et d'ailleurs, l'AMF a demandé à ce que les sociétés qui prendraient la décision de modifier la politique de distribution de dividendes à cette occasion le communiquent au marché dès l'adoption de cette nouvelle position. Mais c'est la seule contrainte qui pèse. Hein. Comme le dit Simon, c'est une contrainte de communication financière. Ce n'est pas une interdiction de modifier la politique de dividendes. À l'inverse, ce qui pourrait être effectivement critiquable, ce serait de la part d'une société qui serait dans une situation financière délicate d'avoir renoncé au bénéfice de ces mesures, notamment aux prêts garantis par l'État ou au report d'échéance, pour pouvoir verser des dividendes, si ultérieurement cette décision, à la fois d'avoir renoncé au bénéfice de ces aides et par ailleurs d'avoir utilisé la trésorerie de la société pour distribuer des dividendes, aboutirait à une situation financière compliquée pour la société. Là, effectivement, il pourrait y avoir un risque de mise en cause de la responsabilité des dirigeants. Bien, nous arrivons à l'issue du séminaire. Hein. Je vous remercie tous les trois pour vos interventions, pour les débats que nous avons eus. Et j'invite tous ceux qui nous regardent à aller donc sur le site de l'EFB et du Cercle pour voir les autres vidéos qui ont été réalisées sur le thème des aspects juridiques avec le Covid-19. Bonne journée. Merci beaucoup en tout cas, ravi, et à une prochaine. Au revoir. Au revoir, merci.